Chaque être humain possède en lui la puissance d'une étoile. Le drame, c'est qu'il ne le sait pas. Livre de Ra, 25 à 84. La grande salle du temple d'Osiris de Thèbes était particulièrement impressionnante. Construite pour accueillir nobles et vizirs de tout le royaume, elle faisait plus de 50 mètres de long sur 40 de large. De larges colonnes colorées soutenaient le plafond, couvert de bas-reliefs à la gloire des dieux et de Pharaon, le dieu vivant. Dédoumésiou était assis et regardait la file de nobles approcher de sa royale présence. De taille moyenne, le souverain possédait ce qu'il était convenu d'appeler un généreux embonpoint de prestige. Il avait un peu plus de 30 ans et n'avait jamais été attiré par la chasse, l'entraînement militaire ou n'importe quelle activité physique autre que les plaisirs charnels. Malgré son manque de musculature, le souverain ne manquait pourtant pas de charme. Son visage était juvénile et harmonieux, et ses yeux noisettes pétillaient perpétuellement comme s'il riait en secret d'une blague connue de lui seul. Le trône du souverain était surélevé de 3 marches. Les accoudoirs étaient sculptés à l'image du faucon, symbole de la dynastie qui régnait sur le Kymet depuis maintenant plus d'1 siècle. Cette lignée, dont il était le dernier représentant, était la 13e. Déjà 13 familles s'étaient succédées au cours des 3000 ans d'existence du Kymet. 30 siècles presque ininterrompus, au cours desquels les prédécesseurs du pharaon avaient fait régner la justice sur le royaume, utilisant leur pouvoir temporel et magique au service de la population. C'était peut-être cette pensée qui barrait le front de Dédoumésiou d'une ligne soucieuse. Interrompre cet héritage, briser ce lien, n'était-ce pas le pire des péchés qu'un roi puisse commettre ? Car Dédoumésiou n'avait pas d'héritier. Une guerre se prépare avec ces maudits nomades, et personne pour me succéder s'il m'arrivait malheur. Certes, son harem était rempli de femmes plus belles les unes que les autres, et il devait y avoir 2 ou 3 bâtards qui traînaient dans leurs jupes. Mais il n'y avait pas de reine, pas de souveraine pour lui donner un fils. Ce n'était pas une question d'amour. La raison d'État se passait volontiers de ce genre de préoccupations futiles. C'était une question de pouvoir et de magie. Tous les humains possédaient des capacités magiques à l'état latent. La plupart ne le savaient pas, ou croyaient que de tels pouvoirs étaient réservés à la noblesse. Celle-ci, bien sûr, encourageait cette croyance, s'assurant ainsi de garder l'exercice du pouvoir dans sa caste. La magie, c'était comme n'importe quoi d'autre. Certains étaient doués, d'autres pas le moins du monde. On naissait avec une certaine capacité à capter la magie ambiante et à la fixer dans le corps. Avec des techniques appropriées et connues uniquement de petits cercles privilégiés, on pouvait faire ressortir cette sorcellerie et l'utiliser pour produire certains effets. La tradition voulait que la reine fût une éminente représentante des dieux, et qu'à ce titre, elle disposât d'un potentiel magique très élevé. Depuis longtemps, l'intendance du palais était à l'affût de la perle rare. Mais jusqu'alors, aucune femme en âge d'enfanter et possédant un potentiel magique suffisant n'avait été trouvée. Pourtant, le roi ne désespérait pas. Il devait bien exister une femme correspondant aux critères parmi les centaines de familles constituant la petite et haute noblesse. C'était impossible autrement. Toutefois, les choses n'étaient pas aussi simples qu'il y paraissait. Le potentiel de magie révélant l'ascendance pouvait rester dormant jusqu'à très tard dans la vie d'un individu. Or, attendre était un luxe que le roi ne pouvait plus se permettre. Chaque jour, la guerre se rapprochait, et qui sait, peut-être devrait-il bientôt conduire ses troupes au combat en personne. Et là, seuls les dieux savaient ce qu'il pouvait se passer. La récente défaite essuyée par les armées royales avait miné considérablement le moral de la population et de la cour. Certains murmuraient qu'elle s'était produite parce que le roi n'était pas là en personne, à la tête de ses troupes.
Non, le temps lui était décidément compté. C'est pour cette raison que Minrek, le grand prêtre du palais, avait eu l'idée de faire appel à une antique tradition, celle du Pechtum. Le roi se retourna, et son regard croisa celui de Minrek qui se trouvait debout, en retrait derrière le trône. Dédouméziou soupira, et le prêtre le regarda, désolé. Le souverain n'était pas chaud pour la suite. Mais il n'y avait pas d'autre solution, il le savait. Il devait concevoir un héritier au plus vite. Rajustant la haute couronne qui lui ornait le front, il fit signe de la main. Le premier noble s'avança. Il s'agissait d'un jeune homme musclé, à peine sorti de l'adolescence, et dont le visage trahissait encore une certaine naïveté. Intimidé par la personne royale, le jeune homme hésita, et Dédouméziou dut lui faire signe de s'avancer à plusieurs reprises. Quelle comédie, pensa le souverain. Arrivé à quelques pas du trône, l'homme se jeta à genoux, prononçant les paroles rituelles. Moi, Ireknout, je suis ton serviteur, Dieu vivant. Je suis le prolongement de ton corps, la chair de ta chair. Le roi répondit aussitôt. Moi, Dédouméziou, souverain du beau royaume de Kimet, pharaon, choisi par les dieux tout-puissants, je t'accepte comme autre moi. Je déclare que tu deviens le prolongement de mon corps, la chair de ma chair. Dédouméziou ferma les yeux et fit le vide en lui. Sur l'instant, toute pensée cessa d'exister. Il se focalisa alors sur celui qui lui faisait face. Rapidement, son esprit toucha celui du jeune homme, dans un effleurement bref, mais réellement ressenti par les deux hommes, comme une brève accolade d'âme à âme. Le souverain rouvrit les yeux. L'opération magique n'avait pas duré plus d'une dizaine de secondes. Ireknout se releva, visiblement troublé, et s'assit dans la salle sur les coussins qui avaient été prévus à cet effet. Un deuxième noble plus âgé et ventru suivit, puis un autre et un quatrième. En tout, plus de 30 hommes du sud et du nord du royaume se succédèrent pour se lier à leur suzerain. Lorsque les nobles furent tous assis, le souverain se sentait épuisé, et surtout mortellement ennuyé par ce qui allait suivre, car la cérémonie ne faisait que commencer. Les portes d'ivoire à double battant de la salle de banquet s'ouvrirent en grand, pour laisser entrer une jeune femme d'à peine 20 ans. Le roi se redressa. La femme avança sans hésiter vers lui et s'inclina respectueusement, sans pour autant s'agenouiller, comme l'avait fait la crème de la société avant elle. L'Arsinoé. Un peu plus petite que la moyenne, la femme avait des cheveux raides, ailes de corbeau, coupés à hauteur du cou. Elle était vêtue de la longue robe diaphane traditionnelle de sa fonction. Malgré son jeune âge, elle possédait un visage volontaire. Le plus troublant étaient sans doute ses yeux aveugles et morts, rehaussés de fard bleu, qui fixaient le souverain sans ciller. De légères cicatrices rayonnaient autour des yeux de l'Arsinoé. Ces circonvolutions étrangement régulières étaient, avec sa cécité, le souvenir du jour où le pouvoir trop fort qui coulait en elle avait brûlé ses globes oculaires. Une forte odeur de romarin l'entourait, reliquat des encens qu'elle utilisait pour ses rituels, car l'Arsinoé aurait pu faire une reine très acceptable. En elle coulait un pouvoir brut. Elle était la prophétesse du palais royal, la plus puissante magicienne du royaume de Kimet. Elle n'avait pas de nom. Elle était simplement l'Arsinoé. On disait que son esprit résidait en partie dans le monde des dieux, qu'elle percevait le monde tel que ses divins ancêtres le percevaient, débarrassée des illusions matérielles. À l'âge de 4 ans, elle avait été reconnue comme la réincarnation de l'Arsinoé précédente, qui ainsi revenait sur Terre depuis des millénaires. L'ordre du Faucon l'avait accueillie et éduquée dans les voies de la magie. Elle était la porte-parole des dieux, et à ce titre,
intouchable tant socialement que physiquement. L'Arsinoé se devait de rester vierge jusqu'à la fin de ses jours, sous peine de briser le lien qui l'unissait aux déités. Je suis l'Arsinoé, la messagère des dieux, la fille déesse. Je m'incline devant mon roi, garant de la justice et de la règle de Maat. Elle parlait doucement, d'une voix aux intonations parfaitement maîtrisées. Mais tout le monde dans la salle l'avait distinctement entendue, comme si elle avait chuchoté à l'oreille de chacun. Je suis Dédouméziou, souverain de Kimet. Je salue l'éternelle Arsinoé, fille des dieux. Dédouméziou fit un petit signe de la tête. Elle fit 3 pas en arrière, puis gagna le centre de la pièce. On y avait posé, à son attention, un large coussin brodé du faucon royal. L'Arsinoé s'y installa en tailleur. Toute l'attention de la salle était tournée vers elle. Une faible aura dorée en forme d'amande l'entoura. C'était le signe du début de la cérémonie. Le pharaon fit un signe, et une vingtaine de jeunes femmes pénétra dans la pièce, les élues. Chacune d'entre elles avait été choisie pour sa haute ascendance et sa beauté. Chacune vêtue d'un simple lin blanc, la tête ornée d'un diadème doré marquant leur rang. Sans mot dire, elles se placèrent en ligne devant le trône et s'agenouillèrent. Dédouméziou les balaya du regard. Toute formule cérémonielle était bannie pour éviter qu'une sympathie spontanée prenne naissance entre le pharaon et l'une des élues. Il se devait de rester distant. Les femmes étaient toutes très belles, et c'est leur aura qu'il cherchait, ce halo invisible que seul un initié pouvait percevoir. Il fit un signe de la main, et les femmes se reculèrent en silence. Ensuite, elles se divisèrent en 2 groupes et se dirigèrent vers les nobles étendus sur les coussins. Chaque jeune homme se devait de toucher la femme qui était à ses côtés. Que ce contact soit uniquement visuel ou corporel, relevait du choix des candidates souveraines. L'idée était simplement de bâtir un lien de proximité qui amplifie le pouvoir latent en elle et qui permette à la messagère des dieux de tester toute l'assemblée en une seule séance. L'aura qui entourait l'Arsinoé avait augmenté d'intensité, baignant l'ensemble de la pièce d'une lumière chaude et dorée. Par sa volonté, elle avait étendu ses perceptions au-delà des 5 sens. Elle ressentait maintenant tout ce qui se déroulait dans la pièce, comme si elle avait été présente en chaque femme. Chaque esprit humain est comme un corps physique. Il possède ses défenses naturelles, à même de le préserver des intrusions d'autres esprits. Ces barrières étaient très difficiles à franchir, même pour la magicienne du palais. Lors d'un contact proche entre 2 personnes, les défenses naturelles de l'esprit se baissaient. Cela permettait à l'Arsinoé de pénétrer en elle. La prophétesse entrait en chaque esprit, le sondait jusqu'à ses tréfonds, à la recherche de l'étincelle de pouvoir magique. Des images affluaient parfois, fantasmes, rêves ou cauchemars de ces femmes de la haute société. L'Arsinoé ne s'y attardait pas. Seuls l'intéressaient les résidus de magie, perles accrochées à l'inconscient des descendants divins. Le roi avait assisté à la scène et semblait s'ennuyer plus que jamais. Après une demi-heure, il tapa une fois dans les mains. Les corps bondirent, comme frappés par la foudre, et quittèrent la pièce par la grande porte. L'Arsinoé se leva lentement, son regard aveugle fixant le roi. Une angoisse se fit jour en lui. Par les dieux, faites qu'elle m'annonce une bonne nouvelle, que je sois débarrassé de ce fardeau et puisse offrir à la nation un héritier. Parle, Arsinoé. Le visage de la prophétesse était toujours d'une impassibilité presque effrayante. Le souverain savait ce qu'elle venait de vivre. Il l'avait bien regardée pendant le rituel, et rien dans son expression n'avait trahi les forces psychiques qui avaient déferlé en elle. Sans qu'il ose vraiment le reconnaître, le roi devait bien admettre que la magicienne lui faisait peur. Un être capable de s'immiscer dans l'esprit des hommes et des dieux
ne devait plus être tout à fait humain. Si la reine était présente dans l'assemblée, cela limiterait les contacts qu'il devait avoir avec elle, ce qui serait une bonne chose. Dédouméziou, roi du Kimet, souverain des souverains. J'ai parcouru l'esprit de toutes les femmes présentes en ces lieux. Pas une ne porte une étincelle de magie suffisante pour en faire une reine. Dédouméziou bondit sur son trône et lâcha un juron fort peu royal. Kinia attendait depuis plusieurs heures dans le vestibule jouxtant la chambre d'audience. Pour la 50e fois, elle détailla les fresques colorées qui ornaient les murs et les colonnes. Plusieurs pharaons s'y succédaient dans des scènes de chasse ou de guerre. Sur certaines, on voyait cet être divin, entouré d'une aura magique, dispensant ses bénédictions à la populace. Des rayons d'or partaient de son cœur et du centre de son front, pour pénétrer les corps de ses sujets qui visiblement en éprouvaient un grand bien-être. Kinia n'était pas kimétienne. Dans son pays, plusieurs roitelets se disaient également descendants des dieux, et même si certains d'entre eux possédaient des pouvoirs mystiques, elle était loin d'être persuadée que cette prétendue ascendance divine était d'une nature à apporter le bonheur à la population. Aussi, elle s'apprêtait à aborder cet entretien, non avec la crainte révérencieuse qu'aurait éprouvé n'importe quel kimétien, mais avec une certaine dose d'impatience provoquée par les longues heures d'attente. Finalement, la porte s'ouvrit et le chambellan, un homme grand, mince et austère, s'avança vers elle. « Vous êtes la dénommée Kinia ? Oui. Originaire du Couche ? » L'homme parlait d'une façon protocolaire et monocorde, mais Kinia sentait bien la condescendance qu'il devait éprouver face à une étrangère. Cela se voit, non ? Loin de se formaliser par le ton excédé de Kinia, l'homme poursuivit son questionnement. « Quelle est la raison de votre présence ? » Je veux voir et parler à Sa Majesté. L'homme ne répondit rien, comme s'il allait de soi que la guerrière complète sa réponse lacunaire. Bon, écoutez, vous avez parlé à Salem, non ? Il vous a dit que le sujet dont je dois entretenir le roi est d'une importance capitale. Veuillez préciser, je vous prie. Non. Alors, je crains que Sa Majesté soit dans l'incapacité de vous recevoir. L'homme tourna les talons et fit mine de retourner dans la salle d'audience. Kinia enrageait. Il ne lui plaisait pas du tout de se confier à cet homme. Les intrigues des royaumes du Couche lui avaient appris à se méfier des intermédiaires. Sans compter les deux gardes musclés, raides comme des statues, la lance droite, qui se tenaient devant la porte. Pourtant, elle se rendait compte que si le chambellan entrait dans la salle d'audience et refermait derrière lui la lourde porte d'or, elle perdrait à jamais la chance de parler au Dieu incarné, Pharaon. Elle joua son va-tout. Je veux l'entretenir de l'ordre du Faucon, plus particulièrement du temple de l'oasis d'Eladou. Le chambellan s'arrêta dans son mouvement. Il ne se retourna pas, mais sembla intrigué. Que voulez-vous dire ? Elle avait marqué un point. La défaite d'Eladou était une honte que l'État ne voulait pas trop ébruiter. Une mercenaire nubienne n'était pas censée parler de cela. Je sais des choses sur les circonstances de la défaite, sur l'embuscade. Vous comprendrez que ce que j'ai à dire sur le sujet est strictement confidentiel. Il est impératif que vous m'introduisiez devant Sa Majesté. Il pourrait en aller de l'existence même du Kimet. Le chambellan pesa sa décision durant de longues secondes, puis sembla soudain se décider. Très bien, suivez-moi. Rappelez-vous de ne jamais regarder Sa Majesté dans les yeux. Arrêtez-vous à 20 mètres du trône et agenouillez-vous. Parlez brièvement et clairement. Pharaon n'a pas de temps à perdre avec les gens de votre espèce. Kinia exultait beaucoup trop pour relever cette dernière insulte. Sans masquer un petit sourire de triomphe, elle emboîta le pas au dignitaire. La salle d'audience était disproportionnée, à l'instar des autres pièces du palais. Les larges colonnes qui soutenaient le plafond auraient pu porter le ciel étoilé. La sensation d'écrasement était immédiate lorsqu'on pénétrait dans la salle. On s'y sentait irrémédiablement petit et dérisoire. Ici étaient accueillies les délégations du Couche, ainsi que les princes barbares de l'Est.
hittites, cananéens, asiatiques. C'était ce genre de réception qui avait fait du Kemet le royaume le plus craint du monde. Alors que Kinia avançait, elle devina le gigantesque trône de marbre blanc et d'or qui se trouvait au fond de la salle. Une aura de puissance semblait en émaner, et même si elle prenait garde à ne pas lever les yeux, elle pouvait sentir la présence de celui que tous considéraient comme un dieu vivant, Pharaon. Un garde royal se trouvait de faction entre chaque colonne. Hiératique, portant le bouclier frappé du faucon d'or et la lance de 2 mètres à large pointe. Un instant, Kinia regretta d'avoir dû laisser son épée à l'entrée du palais, tout en prenant conscience que face à la douzaine de gardes d'élite, sa lame ne lui aurait été d'aucun secours. À une vingtaine de pas du trône, les colonnes s'ouvraient sur un espace dégagé, occupé uniquement par le trône imposant. Regardant le sol de marbre veiné d'or pur, Kinia mit un genou en terre. De longues minutes s'écoulèrent. Kinia sentit à nouveau l'impatience la gagner. Par les attributs de Mune, est-ce qu'il va se décider, ce roi? Les vies de mes hôtes sont en jeu. Tu te nommes Kinia, et tu es une mercenaire à la maison de vie. Ce n'était pas une question. Pharaon faisait état de sa connaissance. Dans le royaume, la vie de l'ensemble de ses sujets lui était connue. Tu es venu à moi, car tu prétends savoir des choses sur l'oasis d'Eladou. Nous t'écoutons. Votre Majesté, il y a quelques jours, à la maison de vie, nous avons recueilli un homme dont nous avons toutes les raisons de penser qu'il appartient à l'ordre du Faucon du temple d'Eladou. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer cela? D'abord, il en a l'apparence, mais surtout, il portait un étui de cuir qui porte le sceau de l'ordre. Pouvons-nous voir ce document? Je tiens à préciser à Sa Majesté qu'on a tenté de m'assassiner sur le chemin de la capitale, ce qui me donne à penser que certains sont au courant de la valeur de l'étui et tentent de s'en emparer. Ce qui me fait également craindre pour la vie de mes amis de la maison de vie. Si votre Altesse était assez bonne pour envoyer un détachement s'assurer de la sécurité de... L'étui, je te prie. Sans lever les yeux, Kinia porta les mains à sa ceinture. Son instinct guerrier lui indiqua que les gardes qui se trouvaient de part et d'autre du trône avaient bandé leurs muscles et se tenaient prêts à intervenir. Des troupes d'élite, en effet. Sans précipitation, elle glissa la main sous sa tunique et y trouva le papyrus attaché à sa cuisse au moyen d'un fin lacet de cuir. Elle tendit le pli des 2 mains dans un geste d'offrande, et un domestique vint s'en emparer. Elle entendit le bruit du seau qui se rompt alors que Pharaon ouvrait le document. Un murmure de surprise parcourut les lèvres royales. Immédiatement, il tendit le petit étui de cuir à un homme qui se trouvait à côté de son trône et lui chuchota des instructions. L'homme, dont Kinia ne voyait que les pieds, descendit les marches du trône sacré et quitta la salle précipitamment. Que se passe-t-il, bon sang? Par les dieux, ces cachotteries royales ont le don de m'exaspérer. Va-t-il enfin envoyer des troupes pour chercher son stupide moine? Ton action fut valeureuse, mercenaire. Elle sera récompensée. Je remercie votre Majesté, mais je ne demande rien d'autre que la sauvegarde des gens de la maison de vie. Un contingent de notre garde s'apprête à partir afin de nous assurer de la sécurité de tes amis et de la personne du moine. Kinia eut du mal à réprimer un soupir de soulagement. Néanmoins, nous tenons à t'exprimer pleinement notre reconnaissance. Ce que tu nous as fait parvenir est très précieux à nos yeux et aux yeux de la nation. Cela mérite une récompense appropriée. Que désires-tu? Kinia exultait. Voilà l'occasion qu'elle attendait. Elle devait pourtant jouer finement, car trop demander pouvait mener à ne rien recevoir. Elle prit le parti de choisir la chose la plus simple. Votre Majesté, vous servir fut déjà une récompense. Je ne désire rien d'autre que de pouvoir me rapprocher de vous. Une petite villa à Thèbes et de quoi subvenir à mes besoins me comblerait de satisfaction. Je désire également une place à votre cour. Mon expertise militaire pourrait vous être d'une grande aide en ces temps troublés. Il en sera fait selon tes souhaits. De plus, pour l'instant, je souhaiterais partir avec vos hommes pour m'assurer que mes amis vont bien. Qu'il en soit ainsi. Tu peux disposer.
Reprends tes armes et pars avec mes hommes. Sache que ta fortune est faite, que la bénédiction des dieux soit sur toi. » Le roi tendit la main. Un globe doré prit naissance dans le creux de sa paume. Le roi le projeta en direction de la guerrière par un petit mouvement de l'avant-bras. Le globe se dirigea rapidement vers le cœur de Kinia, entra dans sa poitrine et recouvrit l'organe d'une douce et tendre chaleur qui irradia dans les veines de la Nubienne au rythme de ses pulsations. Des larmes lui vinrent aux yeux, tant la sensation de bien-être était forte. « Je vous remercie, Votre Majesté. » Non, c'est toi qui dois être remercié. Pars maintenant et rejoins le détachement. Kinia s'inclina et embrassa le sol devant le souverain, comme le voulait la coutume. Ensuite, elle se releva et sortit lentement, à reculons. La chaleur de la bénédiction continuait à courir dans sa chair et dans ses veines. Elle sourit à part elle. Son plan d'ascension sociale fonctionnait mieux qu'elle ne l'espérait.